À 3h14 du matin, heure locale, un opérateur radar de la base côtière d'Ashdod fixe son écran et voit apparaître des signatures thermiques que son logiciel classe immédiatement comme « non identifié, trajectoire convergente, vitesse 35 nœuds ». Il a 90 secondes pour décider si ce qu'il voit est une erreur de calibration, un banc de pêcheurs égarés ou quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose qui ne devrait pas exister dans ce cadran de la Méditerranée, à 80 000 nautiques des côtes israéliennes, à cette heure précise de cette nuit précise. Revenons 48 heures en arrière. Le 14 au matin, les agences de presse du monde entier relaient une annonce officielle du commandement des forces armées iraniennes. L'Iran déclare avoir neutralisé toute menace d'invasion terrestre en déployant 3 divisions blindées supplémentaires le long de ses frontières nord et nord-ouest. Des colonnes de chars T-72 modernifiés et de véhicules blindés de transport de troupes sont filmés en mouvement, les images diffusées par la télévision d'État avec une précision presque théâtrale. Les satellites américains, les drones OTAN en patrouille, les analystes du Mossad et de la CIA braquent immédiatement leurs capteurs sur ces mouvements terrestres. Tout le monde regarde les frontières, tout le monde regarde le ciel, personne ne regarde la mer. C'est exactement ce que comptait Téhéran. Dans les heures qui suivent cette annonce, dans un port militaire dont le nom ne figurera jamais dans les communiqués officiels, une activité discrète mais intense se déroule loin des objectifs optiques des satellites en orbite géostationnaire. 12 embarcations de débarquement rapide du corps des gardiens de la révolution islamique, des vedettes de type Blade Runner modifiées pour opérations nocturnes, sont chargées en silence. Pas de lumière de pont, pas de communication radio standard. Les moteurs diesel sont couverts par des housses acoustiques expérimentales. 4 sous-marins de classe Gadir, ces petits submersibles côtiers de 120 tonnes conçus pour opérer en eau peu profonde, appareillent à intervalles de 20 minutes. Et plus loin dans le port, 2 navires de débarquement amphibie de classe NGAM, des bâtiments de 2500 tonnes capables de transporter chars, véhicules blindés et jusqu'à 500 hommes de troupes chacun, lèvent l'ancre sans fanfare. L'opération n'a pas de nom public. Elle n'en aura jamais. Le soir du 14, pendant que les chaînes d'information en continu débattent des implications stratégiques du déploiement terrestre iranien, pendant que les marchés financiers de Tokyo, Francfort et New York surveillent les cours du pétrole avec nervosité, la flotte fantôme est déjà en mer. Elle avance en formation dispersée, maintenant des distances de 8 à 12 km entre les embarcations pour éviter toute signature groupée sur les radars. Les sous-marins de classe Gadir naviguent en immersion périscopique à 15 mètres de profondeur, leur système de navigation inertielle seuls actifs, aucune émission électromagnétique. Au-dessus d'eux, 6 drones Shahed 136, les drones kamikazés qui ont acquis une sinistre réputation au-dessus de l'Ukraine, sont en route sur une trajectoire différente, plus haute, visant non pas des cibles militaires dans un premier temps, mais les stations radars côtières qui constituent les yeux d'Israël sur la Méditerranée occidentale. Le plan est d'une logique brutale. Aveugler d'abord, débarquer ensuite. À 2h47 du matin, les premiers Shahed 136 entrent dans la zone de détection des radars israéliens de basse altitude. Le centre de commandement de la flotte à Haïfa, le QG du commandement Nord installé dans ses bunkers sous la colline du Carmel, entre en état d'alerte de niveau 2. Les drones viennent du nord-ouest, trajectoire inhabituelle, altitude 800 mètres, vitesse 185 km/h. En 4 minutes, 2 chasseurs F-35I Adir de l'escadron 140 de la base aérienne de Nevatim décollent avec un bruit de tonnerre qui réveille des quartiers entiers de la ville de Beersheba. Leurs pilotes reçoivent les coordonnées cibles dans leur casque de réalité augmentée avant même d'avoir rétracté leur train d'atterrissage. Le premier engagement aérien se produit à 3h02 au-dessus de la mer, à 65 km à l'ouest du littoral. Un F-35I tire un missile Python 5 sur un Shahed 136 qui disparaît dans une boule de feu orange visible depuis le pont d'un cargo panaméen qui navigue à 30 km de là. Le commandant de bord note l'explosion dans son journal de bord sans comprendre ce qu'il vient de voir. En 11 minutes, les 2 F-35I abattent 4 des 6 drones. Les 2 qui restent modifient leur trajectoire,
descendent à 200 mètres d'altitude et l'un d'eux percute la station radar secondaire d'Ashdod Sud à 3h09. L'explosion déchire un bâtiment de 600 mètres carrés. Les radars primaires sont toujours actifs, mais une zone aveugle d'environ 40 degrés d'azimut vient d'apparaître dans le dispositif de surveillance côtière israélien. Et c'est exactement à ce moment que l'opérateur à l'écran voit les 12 signatures. Est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher d'avoir hésité 30 de ces 90 secondes? Il sait que ses radars viennent d'être partiellement aveuglés. Il sait que quelque chose vient de brûler à 3 km de lui. Et maintenant, ces points lumineux qui avancent en éventail vers le littoral. Il transmet l'alerte. La machine s'emballe. À 3h17, le corvette de la classe Sa'ar 6 INS Magen, patrouillant à 45 000 au large d'Ashkelon, reçoit l'ordre de virement de bord et de mise en condition de combat. Le Sa'ar 6 est l'une des 4 corvettes les plus modernes de la marine israélienne, livrée par le chantier naval ThyssenKrupp, équipé du système de défense antimissile Barak 8 et de torpilles Mk-54. Son commandant, qui a 14 ans de service en mer, ordonne immédiatement l'activation du radar de conduite de tir EL/M 2248 MF Star. Dans les coursives du navire, les 74 membres d'équipage prennent leur poste de combat. Le claquement métallique des portes étanches qui se ferment résonne dans tout le bâtiment. À 3h23, un second corvette Sa'ar 6, l'INS Oz, apparaît en urgence du port militaire d'Ashdod. Et un lance-missile rapide Sa'ar 4,5, l'INS Keshet, qui était en maintenance légère au quai, reprend la mer avec 2 de ses 4 moteurs seulement, décision que son commandant prendra seul et dont il répondra plus tard. Dans les profondeurs, à 40 mètres sous la surface, l'un des 4 sous-marins iraniens de classe Gadir, désigné en interne comme Unité 7, a reçu l'ordre de remonter à profondeur périscopique pour vérification de position. Son commandant observe à travers le périscope les explosions lointaines des drones abattus. Il comprend que la surprise n'est plus totale. Il envoie un message codé de 6 caractères à la flotte de surface. Phase B, accélération. Les 12 vedettes de débarquement augmentent leur vitesse à 42 nœuds. À 3h31, l'INS Magen entre en contact visuel radar avec les premières cibles de surface. Pas des pêcheurs, pas des cargos. Des signatures petites, rapides, nombreuses, avançant en formation tactique clairement délibérée. Le commandant du Magen demande confirmation d'autorisation de tir. La réponse vient en 47 secondes depuis Haïfa. C'est une confirmation. Le premier missile Barak 8 quitte son lanceur à 3h33 et 12 secondes. Il parcourt les 18 km qui le séparent de sa cible en 38 secondes et frappe l'une des vedettes de tête. L'explosion est visible à l'œil nu depuis le pont du Magen. Puis un second missile, puis un troisième. La radio iranienne explose de transmissions cryptées, mais les volumes d'activité seuls trahissent la panique. 3 vedettes sont coulées dans les 4 premières minutes. 2 autres amorcent une manœuvre d'évitement et réduisent leur vitesse, ce qui les rend plus faciles à cibler. Vous vous demandez peut-être ce que ressent un marin iranien de 22 ans dans une de ces vedettes rapides, dans le noir complet, à 50 km d'une côte étrangère, quand il voit la vedette de tribord disparaître dans une gerbe d'eau et de feu. Cette question, personne n'y répondra officiellement, mais elle se pose. À 3h38, les 2 sous-marins de classe Gadir, qui n'ont pas encore tiré, lancent chacun 2 torpilles légères contre l'INS Magen. Les torpilles iraniennes, des valfageurs de fabrication locale, sont détectées par le système acoustique du corvette à 2200 mètres. Le commandant ordonne une manœuvre évasive à toute vitesse tribord et tire 4 leurres acoustiques. 2 torpilles se perdent sur les leurres. La 3e rate le Magen de 60 mètres. La 4e touche la coque à l'arrière tribord à 3h39 et 53 secondes. L'explosion provoque une voie d'eau dans le compartiment moteur arrière. 4 membres d'équipage sont blessés, dont un grièvement. Le Magen reste en état de combat, mais réduit sa vitesse à 18 nœuds. Dans la salle de crise du ministère de la Défense à Tel Aviv, la lumière fluorescente blanche éclaire des visages qui n'ont pas dormi depuis 36 heures.
le ministre de la Défense reçoit la confirmation des dégâts subis par le Magen et de la situation en mer dans le même souffle. Il y a 2 cartes murales, des dizaines d'écrans tactiques et une vingtaine de généraux et d'officiers de renseignement. Quelqu'un a apporté du café qui refroidit dans des gobelets en plastique sur la table. Personne n'y touche. La décision qui se prend dans cette salle dans les 8 minutes suivantes engagera le destin de 9 millions de personnes. L'autorisation est donnée. Les F-16I Soufa de la base d'Adzerim décollent pour frappe maritime. 4 appareils, armés de missiles anti-navires Gabriel 5 et de bombes à guidage de précision Spice 250. Ils ont 22 minutes de vol jusqu'à la zone d'engagement. Mais il y a un problème que les écrans de Haïfa n'avaient pas encore pleinement intégré. 7 des 12 vedettes initiales sont déjà dans les 12 000 nautiques de la côte. Et selon les calculs de vitesse, 4 d'entre elles atteindront les plages au nord d'Ashkelon dans environ 18 minutes. Les F-16I ne seront là qu'en 22. Le colonel commandant le bataillon de la flottille 13, les nageurs de combat de la marine israélienne, le Chayetet 13, considéré comme l'une des unités de forces spéciales les plus efficaces au monde, est contacté à 3h44. Ces hommes sont déjà déployés en position d'alerte depuis 2 heures sur les plages au nord d'Ashkelon, après que les premières alertes radars ont été transmises. 24 opérateurs du Chayetet 13, en combinaison noire, armés de fusils d'assaut X-95 et de mitrailleuses Negev, avec vision nocturne génération 3, attendent dans les dunes et les rochers du littoral. Pensez-y, si vous étiez le commandant de cette unité, sur cette plage, dans ce noir, sachant que des embarcations chargées de soldats ennemis arrivent vers vous à 40 nœuds, attendriez-vous que chaque confirmation administrative soit reçue ou agiriez-vous sur votre propre évaluation de la situation? À 3h52, la première vedette iranienne touche le fond sableux de la plage à 4 km au nord du port d'Ashkelon. La rampe avant s'abaisse. Et dans le silence qui précède tout enfer, les premières silhouettes sautent dans l'eau peu profonde. Ce qui suit dure 7 minutes et 23 secondes selon les journaux de bord du Chayetet 13. Les projecteurs tactiques s'allument simultanément depuis 3 positions dans les dunes. 2 Negev ouvrent le feu en rafale contrôlée. Des soldats iraniens qui n'ont jamais vu cette côte, qui sont trempés et désorganisés après 3 heures de mer agitée, qui subissent maintenant un feu précis de nuit contre un ennemi invisible dans les dunes, font ce que font tous les soldats dans cette situation. Certains se jettent à couvert, certains tentent de réembarquer, certains avancent en hurlant. Une seconde vedette touche le sable 200 mètres plus au nord, puis une troisième. Les opérateurs du Chayetet 13 se repositionnent avec une discipline qui n'appartient qu'à eux. Des communications radio brèves, codées, efficaces. Pas de panique. À 3h58, un hélicoptère AH-64 Apache de l'armée de l'air israélienne arrive en soutien et tire 2 roquettes Hydra sur l'une des vedettes encore en mer qui tente de rebrousser chemin. L'embarcation prend feu. À 3h59, les F-16I sont enfin en zone d'engagement et leur arrivée règle le sort des 3 dernières vedettes encore en approche. À 4h06, le commandant du Chayetet 13 transmet un rapport de situation. Les soldats iraniens ayant atteint la plage sont neutralisés ou en fuite vers la mer. La zone de débarquement nord est sous contrôle israélien. La zone centrale, à 2 km au sud, est toujours en contact. 6 opérateurs du Chayetet 13 sont blessés, dont 2 évacués. Du côté iranien, les premières estimations de la nuit font état de pertes lourdes. Entre 80 et 120 soldats tués ou disparus en mer, 34 capturés sur la plage ou dans les vagues, 7 des 12 vedettes de débarquement coulées ou détruites. Les 2 navires de classe Engam, qui transportaient les véhicules blindés de la deuxième vague et n'avaient pas encore atteint la zone d'action, reçoivent l'ordre de retraite à 4h11 et virent de bord sous la protection de leur propre système de défense. Les sous-marins de classe Gadir plongent en immersion profonde et cessent toute transmission. L'opération a duré 3 heures et 47 minutes depuis le premier décollage des drones. Dans les heures qui suivent, la vérité sur ce qui s'est passé dans la nuit commence à suinter à travers les canaux officiels, les journalistes, les scanners radio.
Les sirènes d'alerte aérienne qui ont retenti à Ashkelon, Ashdod et jusqu'au faubourg de Tel Aviv ont fait descendre des milliers de familles dans leurs abris à 4 heures du matin. Des enfants pleurant dans des couloirs en béton, des personnes âgées qui entendaient pour la première fois de leur vie des sirènes associées à une menace maritime et pas seulement aérienne. La peur a une géographie particulière. Elle est la même dans un abri de béton à Ashkelon et dans un appartement de Paris ou de Lyon quand on regarde les images arriver sur son téléphone à l'aube. À 7h30, heure de New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies est convoqué en session d'urgence. L'ambassadeur américain parle de « violation flagrante du droit international maritime » et exige une condamnation immédiate. L'ambassadeur iranien nie toute opération offensive et qualifie les affirmations israéliennes d'invention de propagande. L'ambassadeur russe prononce une déclaration de 4 minutes appelant à la retenue de toutes les parties et à l'évitement de toute escalade supplémentaire, ce qui est la manière diplomatique de ne rien dire et de tout dire à la fois. La Chine demande plus d'informations et n'émettra pas d'autres communiqués ce jour-là. Le président américain appelle le Premier ministre israélien à 6h44, heure de Washington. La conversation dure 23 minutes. Les détails n'en seront jamais divulgués, mais 2 informations filtrent par des sources proches de la Maison-Blanche. Les États-Unis ont fourni en temps réel des renseignements satellitaires sur les mouvements de la flotte iranienne, et Washington a clairement demandé à Jérusalem de ne pas répondre en frappant le territoire iranien continental. La réponse israélienne à cette demande n'a pas été rendue publique. Les marchés réagissent avant même la fin de la session d'urgence de l'ONU. Le cours du pétrole Brent bondit de 8,4% à l'ouverture des marchés européens. Le dollar s'apprécie face à l'euro. Les valeurs des sociétés d'armement et de défense sur les indices américains et européens connaissent une hausse instantanée. Les compagnies aériennes qui survolaient la Méditerranée orientale déroutent leurs appareils. Le trafic maritime commercial dans les 200 milles nautiques du conflit est suspendu par les assureurs Lloyd's, ce qui provoque immédiatement une tension sur les prix de livraison du pétrole et du gaz transitant par la région. Qui porte la responsabilité de cette nuit? La réponse dépend d'où on la regarde, et c'est précisément ce qui rend cette question impossible à trancher proprement. Posez-vous la question sincèrement. Est-ce que la chronologie que vous venez d'entendre vous donne une réponse claire, ou est-ce qu'elle vous laisse avec autant de doutes qu'au départ? À Téhéran, dans les 48 heures suivantes, le général de brigade Hossein Salami, commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, apparaît à la télévision d'État. Il ne mentionne aucune opération maritime. Il parle d'exercice de préparation opérationnelle et d'agression sioniste contre des navires civils iraniens en eau internationale. C'est le récit officiel iranien, maintenu avec constance. Les 34 prisonniers capturés sur la plage d'Ashkelon sont une réalité physique qui complique ce récit. Mais dans les guerres de communication modernes, les réalités physiques ne l'emportent pas toujours sur les récits officiels. Du côté israélien, l'armée publie des images des vedettes coulées, des équipements récupérés sur la plage, des prisonniers en bonne santé conformément aux conventions de Genève. Les inscriptions en farsi sur les équipements tactiques capturés sont clairement visibles. Un drone Shahed 136, partiellement intact, est exposé lors d'une conférence de presse militaire. Le ministre de la Défense parle de « une victoire complète de notre système de défense », mais son visage, visible sur les images de cette conférence, raconte autre chose. L'INS Magen est en cale sèche à Haïfa. Un marin israélien décédera de ses blessures 36 heures après les faits. Il avait 24 ans. Il y a quelque chose dans cette nuit du 15 qui mérite qu'on s'y arrête, au-delà du compte des missiles et des vedettes. C'est la question du renseignement. Les Iraniens ont clairement investi une énergie considérable dans le volet désinformation de cette opération, et le déploiement terrestre comme leur a partiellement fonctionné. Les ressources de surveillance ont été orientées dans la mauvaise direction pendant les premières heures critiques. Mais les Israéliens ont quand même réagi avec une vitesse suffisante pour empêcher l'établissement d'un véritable tête de pont. Alors, est-ce que le Mossad avait une source dans la planification de l'opération iranienne? Est-ce que les satellites américains ont fourni l'alerte décisive?
Ou est-ce simplement que le radar d'Ashdod a fonctionné exactement comme il devait fonctionner, malgré les dommages causés par le Shahed, et qu'un opérateur a pris la bonne décision en 90 secondes, au lieu d'attendre une confirmation qu'il n'aurait peut-être jamais reçue à temps? Écrivez ce que vous pensez. Quelle a été la pièce décisive sur l'échiquier de cette nuit? La mer Méditerranée a une manière d'absorber les secrets. Les épaves des vedettes iraniennes coulées par le Barak 8 reposent maintenant à 400 mètres de fond, dans des eaux que fréquentaient autrefois des trirèmes phéniciennes et des galères romaines. Dans 50 ans, elles seront des sites archéologiques sous-marins. Dans 100 ans, des historiens débattront encore de savoir si cette opération était le prélude d'une guerre plus large, évitée de justesse, ou le symptôme d'un conflit structurel qui n'a jamais trouvé de résolution. Mais aujourd'hui, dans les chancelleries européennes, dans les cercles d'analyse stratégique de Washington et de Moscou, une seule question concentre toutes les conversations à voix basse. Était-ce une opération improvisation de commandants de terrain ayant agi au-delà de leur mandat, ou était-ce un plan approuvé au plus haut niveau du pouvoir iranien, calculé pour tester les limites de la réponse israélienne et internationale? Parce que la réponse à cette question détermine entièrement ce qui vient ensuite. Si c'était une improvisation, les structures de commandement iraniennes sont moins disciplinées qu'on le croit, et la prochaine crise pourrait arriver de manière encore moins prévisible. Si c'était une décision stratégique délibérée qui a simplement échoué sur le plan tactique, alors Téhéran a obtenu des informations précieuses sur les temps de réaction israéliens, sur les angles morts des radars, sur la manière dont le Shayetet 13 se déploie en réponse à une alerte. Et cette connaissance, dans les cabinets de planification militaire, vaut parfois plus cher que la victoire elle-même. Dans les rues d'Ashkelon, dans les jours qui suivent, les gens reprennent leur vie. Les cafés rouvrent, les enfants retournent à l'école. La plage au nord du port, celle où les combats ont eu lieu dans l'obscurité de 3h52 à 4h06, est temporairement fermée par la police militaire, puis rouverte 3 jours plus tard. Un pêcheur qui connaît ce rivage depuis 40 ans s'y rend dès le premier matin de réouverture. Il trouve dans le sable mouillé un objet qu'il ne reconnaît pas, le ramasse, le pose sur le capot de sa camionnette et appelle la police. C'est un chargeur d'armes automatique iranien, arrivé là par les vagues comme un message sans destinataire précis. La mer garde toujours quelque chose. Ce que personne ne sait encore avec certitude et que les services de renseignement des 5 principales puissances mondiales tentent de déterminer simultanément dans leurs centres d'analyse respectifs, c'est si les 2 navires de classe Ngam qui ont rebroussé chemin transportaient uniquement des hommes et des véhicules ou si leur chargement incluait autre chose. Des équipements dont la présence dans cette région, à cette distance des côtes israéliennes, constituerait une ligne rouge d'une nature différente de tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Des équipements dont on préfère ne pas prononcer le nom dans les conférences de presse, mais dont la possibilité seule suffit à maintenir des salles de crise en activité 24 heures sur 24, plusieurs semaines après les faits. Est-ce que cette nuit marque le début d'une nouvelle phase dans ce conflit qui dure depuis des décennies, ou est-ce un épisode violent parmi d'autres, absorbé par l'histoire comme tant d'autres avant lui? La réponse honnête est que personne ne le sait. Pas les généraux, pas les analystes, pas les diplomates qui font la navette entre les capitales avec leurs mallettes verrouillées. Les conflits de cette nature ont une logique qui dépasse souvent les intentions de ceux qui les alimentent, et la Méditerranée orientale, cette mer ancienne qui a vu passer toutes les civilisations et toutes leurs guerres, n'a pas fini de nous surprendre. Ce qui est certain, c'est que la prochaine fois qu'un radar côtier détectera des signatures inattendues, dans un cadran qui devrait être vide, quelque part en Méditerranée, au Golfe ou en mer Rouge, le chronomètre des 90 secondes recommencera à tourner. Et la décision qu'un homme ou une femme prendra seul devant un écran, dans la lumière verte d'une salle de veille à 3 heures du matin, pourrait à nouveau changer le cours de quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle. Ce que cette nuit vous dit sur ce qui vient ensuite, c'est à vous d'en décider.